Il est 18h30 et c'est le journal sur Haloula à la une ce soir. À la une de l'actualité, l'offensive russe en Ukraine. À l'aube, Vladimir Poutine annonce une opération militaire dans l'est de l'Ukraine. Après des premières sanctions en début de semaine, les Européens promettaient d'en adopter d'autres. Nous ferons le point en début de journal. Et puis, alors que nous vivons un déficit pluvial, focus sur une pratique illégale peu connue, le prélèvement illicite des eaux au niveau des puits et des cours d'eau. Pour contrer les contrevenants, les patrouilles de la police des eaux multiplient le ronde. Reportage à suivre à la Saouia. Et enfin, nous irons à Marrakech qui reprend des couleurs. Avec la réouverture des frontières, la cité ocre renoue avec sa clientèle du monde entier. Une reprise plutôt timide mais qui promet une belle embellie de l'activité. Madame, Monsieur, bonsoir. Le monde s'est réveillé sur le déclenchement de la guerre en Ukraine. À l'aube, le président russe Vladimir Poutine a lancé une invasion avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres en Ukraine. C'est l'atelier en Europe avec des réunions d'urgence prévues dans plusieurs pays. Nisrina Ozdar pour les développements. 5h du matin à Kiev, 6h à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine annonce officiellement le début d'une opération militaire en Ukraine. Une déclaration surprise à la télévision. Le maître du Kremlin justifie l'opération par, je cite, « la nécessité de défendre les Ukrainiens de l'Est malgré les menaces de l'Occident ». Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation de l'Ukraine, a-t-il annoncé. Обживается вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием. Peu après les mots de Poutine, des sirènes d'alerte aérienne retentissent dans plusieurs villes ukrainiennes. Une série d'explosions est d'abord entendue à Kiev, la capitale, ainsi qu'à Lviv, grande ville de l'ouest du pays, où les États-Unis et d'autres pays ont déplacé leurs ambassades. Des explosions sont également signalées à Kramatorsk, à l'est du pays, qui abrite le quartier général de l'armée ukrainienne, à Kharkiv et à Odessa, sur la mer Noire. Peu après, un premier mort est annoncé par les autorités ukrainiennes. En Ukraine, justement, c'est la panique générale. Et dans ce climat plein de rebondissements et d'appréhension, le président ukrainien tente de rassurer son peuple. Volodymyr Zelensky réagit dans une adresse à la nation. Il proclame d'abord la loi martiale dans tout le pays. Pas de panique, nous allons vaincre, a-t-il assuré à son peuple. Selon lui, je cite, « Le monde doit créer une coalition pour contraindre la Russie à la paix. » En Europe, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les Européens promettent de nouvelles sanctions contre la Russie. L'Union européenne convoque l'ambassadeur russe pour exprimer sa condamnation la plus ferme de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et c'est dans moins de 2 heures que les 27 vont justement se réunir en urgence. Il sera question, dit-on, de sévères sanctions contre la Russie. Les Européens évoquent la possibilité d'un isolement sans précédent des dirigeants russes. L'OTAN n'est pas en reste. Son secrétaire général, Jens Stoltenberg, affirme que l'Alliance Atlantique avait activé ses plans de défense pour déployer des forces supplémentaires chez ses membres d'Europe de l'Est. Le Vatican estime qu'il est encore possible de se rattraper et d'instaurer le calme et la paix. Les négociations sont encore possibles pour trouver une solution pacifique à ce conflit, déclare Pietro Parolin, cardinal secrétaire d'État et numéro 2 du Vatican, derrière le pape François. La Chine, qui entretient des relations étroites avec Moscou, indique suivre de très près la situation. Pékin appelle à la retenue de toutes les parties. Joe Biden a réuni pour sa part aujourd'hui en urgence ses conseillers à la sécurité nationale dans la célèbre Situation Room pour évoquer la crise russo-ukrainienne. Il a ensuite dénoncé par communiqué, je cite, « une guerre préméditée qui entraînerait des souffrances et des pertes humaines catastrophiques ». Pour sa part, le Premier ministre britannique Boris Johnson estime que la décision de la Russie est un prétexte pour une offensive d'envergure. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le ressenti d'étudiants marocains en Ukraine.
Nous sommes terrifiés, c'est du jamais vu. On vit dans la peur et le total embarras. On ignore ce qui pourrait nous arriver dans les quelques heures ou minutes à venir. Nous souhaitons de tout cœur retourner sains et saufs dans notre pays et revoir nos parents. La situation est très tendue. On en appelle aux autorités marocaines concernées de venir en aide aux étudiants et résidents marocains en Ukraine et leur faciliter le retour au pays dans les plus brefs délais. La situation devient extrêmement dangereuse, surtout dans les deux villes de Kharkov et Odissa. Nous sollicitons un rapatriement urgent des ressortissants marocains à travers les frontières terrestres, via la Pologne ou la Roumanie. D'ici là, j'appelle les Marocains à rester vigilants et surtout ne quitter leur domicile qu'en cas de grande nécessité. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars, et cela sur l'ensemble du territoire national. Décision prise en vue d'assurer l'efficience et l'efficacité des mesures prises par les autorités publiques en matière de lutte contre la propagation du Covid-19. Et dans le cadre de la mise en œuvre par l'exécutif du chantier de généralisation de la protection sociale lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Conseil de gouvernement a approuvé 2 projets de décret. Ils instituent un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale. Le Conseil a également approuvé un projet de décret en faveur du secteur de tourisme, projet qui intervient dans le cadre des efforts continus pour soutenir les secteurs impactés par la pandémie. Et puis, cette bonne nouvelle pour les amateurs de football, le gouvernement a décidé la réouverture des stades devant le grand public. À ce propos, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a reçu aujourd'hui le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El-Qja. Cette décision intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et suivant les recommandations du comité scientifique et technique, tout en prenant en considération l'évolution positive de la situation épidémiologique dans le royaume. Le Salon international de l'édition et du livre se tient à partir du 5 juin à Rabat. Cet événement culturel habituellement organisé à Casablanca a été transféré à la capitale à cause du réaménagement de l'espace d'exposition de la métropole en un hôpital de campagne pour les patients du Covid-19. C'est ce qu'explique le ministre lors d'un point de presse à l'issue du Conseil du gouvernement, précisant que le salon regagnera sa place ordinaire une fois que le ministère de la Santé aura cédé les lieux aménagés pour soigner les patients atteints du Covid-19. Et direction à présent la province d'Agadir où les services préfectoraux enchaînent les visites d'inspection dans les souks et marchés. Objectif, lutter contre les pratiques illégales et les hausses des prix. Au souk de Tikiwin, c'est un reportage de Mustafa Ouda, Zakaria Moukenbilla et Boukar Benrabret. Ce matin, des membres d'une commission de contrôle effectuent une visite inopinée au souk de Tikiwin. Ils sont là pour contrôler les prix et la qualité des produits et marchandises. En cas d'infraction, les contrôleurs sont prêts à intervenir contre les contravenants. Les prix sont raisonnables et obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de monopole ou de manipulation. Chaque mois, nous effectuons des visites d'inspection sur l'ensemble de la préfecture d'Agadir et d'Aoutanen. Le souk hebdomadaire de Tikiwin connaît une grande affluence de commerçants venus de différentes localités de la région. Dans un contexte économique marqué par le retard des précipitations, les prix de certains produits alimentaires affichent une certaine hausse. La qualité est au rendez-vous, mais les prix sont un peu chers. Ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Chaque jour, nous sommes surpris par de nouvelles hausses. La viande de chameau est vendue 90 dirhams le kilo et n'a pas connu de variation. Le bétail vient de régions éloignées. C'est ce qui explique ce coût. En général, les prix d'autres types de viande n'ont pas changé. Les viandes de qualité coûtent plus cher car le prix du pâturage est conséquent. À quelques semaines du mois de Ramadan, les marchés semblent suffisamment approvisionnés en produits et denrées alimentaires de tout genre.
Une période où les tournées de contrôle s'intensifient au niveau des points de vente et circuits de distribution. Autre pratique illégale peu connue cette fois-ci et pourtant assez courante, le prélèvement illicite des eaux au niveau des puits et des cours d'eau, une pratique réprimée par les patrouilles de la police des eaux, de plus en plus vigilantes dans cette période de sécheresse où les contrevenants tentent d'exploiter illégalement les canaux d'eau qui servent à l'approvisionnement en eau potable et à l'irrigation. À la Taouya, province de Qlat Salarna, c'est un reportage de Soumia Belayachi, Hassan Mskoul et Iman Eblo. C'est en direction du Kana Zaraba, province de Taouya, que Adil se dirige. En sa qualité de chef du service des affaires juridiques et des litiges au bassin hydraulique Tensis Marrakech, il constate et recense des actes répréhensibles par la loi. Des prélèvements illicites d'eau au niveau des forages, des puits, des sources et cours d'eau et des canaux d'irrigation. Ces infractions sont assez répétitives au niveau de ce canal qui achemine l'eau potable du barrage Hassan II et Sidi Driss à destination de Marrakech. Une tâche rendue difficile par la présence des contrevenants. Les dégâts sont bien visibles. Les contrevenants utilisent un matériel de pompage. Ils procèdent à cette opération souvent la nuit pour profiter de la quiétude des lieux. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils perturbent le trafic et mettent des pierres sur le chemin des automobilistes et des agriculteurs. Ceci entrave même le travail de nos patrouilles au niveau de ce canal. Ces pratiques illégales, Mohamed en a déjà fait les frais. Son exploitation agricole compte 3 puits qui font régulièrement l'objet de prélèvements illicites d'eau. Un dimanche, je devais me rendre au marché de la Taouya pour des courses. Je roulais en compagnie de mon épouse lorsque subitement mon véhicule a percuté des pierres avant d'apercevoir des inconnus que j'ai surpris en train de pomper de l'eau de mes forages. Comme Mohamed, d'autres agriculteurs en payent le prix fort. En particulier en cette période de sécheresse où les eaux d'irrigation se font de plus en plus rares. Je débourse 4000 dirhams par an pour m'approvisionner aux eaux d'irrigation. Malheureusement, je n'en profite pas à cause des contrevenants. Face à cette situation, les autorités sévissent. Pas plus tard que la semaine dernière, une circulaire du ministre de l'Intérieur a été adressée aux walis et gouverneurs en vue d'adopter des mesures de nature à faire face au stress hydrique critique qui frappe la majorité des bassins hydrauliques du pays. Un constat qui empire avec ce type d'actes illicites. Covid-19, le point sur la situation et sur l'opération vaccinale. La décrue se poursuit. 362 nouveaux cas et 14 décès dénombrés ces dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 20 en 24 heures. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, le nombre de primo-vaccinés s'approche de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 189 000 personnes. Et environ 5 654 000 personnes ont déjà reçu les 3 injections du vaccin. Et la réouverture des ciels, c'est l'espoir d'un rebond pour la destination Maroc. Cela fait déjà quelques 3 semaines que le trafic aérien a repris ses droits au départ et à destination du Royaume. Une bouffée d'oxygène pour les professionnels du tourisme qui remettent leur compteur à marche. À Marrakech, Amina Allam, Tassim Bilal Bouezaoui et Maryam Lemissi. Marrakech retrouve enfin ses touristes étrangers. La destination manquait aussi à ses visiteurs, contraints de la délaisser au cours des derniers mois de frontières verrouillées. Tout sourire, ces voyageurs, pour la plupart venus de France et d'Angleterre, sont ravis de s'offrir un séjour en hiver et par 25 degrés. Ça fait une grande liberté, quoi, parce que bon, on n'a pas pu venir pendant quelques mois là, et maintenant, on se sent bien. En plus, on a un bon climat, tout va bien. Ça se passe super. On devait venir au mois de décembre, on n'a pas pu venir. On devait venir au mois de janvier, on n'a pas pu venir. Donc du coup, on s'est dit, le mois de février sera parfait. Et heureusement qu'on a pu revenir parce que ça nous fait du bien. Ce complexe hôtelier de la cité Ocre renoue avec sa clientèle du monde entier. Les habitués y côtoient les nouveaux arrivants. C'est ma première visite à Marrakech. Le séjour s'annonce jusqu'ici très agréable. Hâte de revenir bientôt. En mal de touristes, cet établissement d'hébergement classé affiche aujourd'hui un taux d'occupation de 30%. La reprise s'annonce plutôt timide, ce qui laisse augurer d'une réelle reprise.
On a fermé presque 1 année et demie. Quand il y a eu la décision de la réouverture des frontières, c'était une bouffée d'air, on était vraiment contents. Finalement, on a pu retrouver nos touristes. Bien sûr, on ne s'attend pas à faire le plein dès le premier jour, mais on est contents. Les nuitées enregistrées fin année 2021 ont affiché une nette hausse, plus de 51% pour le mois de décembre à lui seul. Une belle performance du marché national, en dépit de la suspension des vols passagers de et vers le Royaume. Sa dernière exposition date du premier confinement au printemps 2020. Depuis, Fatna Chenen s'est entièrement consacrée à son art. 2 années de dessin et de peinture avec l'envie résolue d'embellir le monde, quoi qu'il en soit, et un goût prononcé pour les actions caritatives. Sofiane Brahimir, Dafja et Dominique Orlando. Fatna Chenen est artiste peintre, mais c'est avant tout en tant que marraine d'une association qu'elle soutient très fortement à Rémusset, qu'elle a tenu à s'exprimer en priorité. C'est une association qui vise l'intégration des jeunes par le sport et l'éducation. Et FDM, c'est une association de course à pied dont je suis membre actif. Donc les bénéfices seront au profit de cette caravane. Tout comme cherche-t-elle à entourer les plus jeunes de toute son affection, Madame Chenen, dans sa peinture, cherche également à embellir le réel. C'est le cas en particulier pour l'ensemble de ses portraits de femmes. Dans mes peintures, j'essaie toujours de valoriser la femme parce que je vois que les femmes en général donnent plus qu'elles ne reçoivent. Et donc j'essaie de les valoriser, de les mettre en avant à travers ma peinture. L'ensemble des nombreux tableaux qui constituent cette exposition nouvelle de l'artiste a été conçu durant la période du confinement. Une parenthèse à laquelle elle a su donner à la fois du relief et une certaine maestria. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.